Le président, Maître Ivanovic, avez-vous l'intention de poser des questions aux témoins dans le cadre d'un contre-interrogatoire, Maître Ivanovic? Non. Monsieur le Président, je vous remercie. Le Président, très bien. Madame. Madame Nikolic, Maître Nikolic, voulez-vous poser des questions, Maître Nikolic? Non, je n'ai pas de questions à poser. Maître Lazarevitch, dit le président, nous a dit qu'il n'y aurait pas de questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Madame Fauveau? Pas de questions, Monsieur le Président. Ok, merci, madame. Donc, pas de questions non plus donc, pas de questions de la part de l'équipe Miletic, dit le président. Qu'en est-il pour ce qui est de Monsieur Jorsey? Monsieur Jorsey, non, je suis désolé. Enfin, non, il n'y a pas de surprise de votre... Bien sûr, nous n'allons pas poser de questions à ce témoin. Le président, très bien. Maître Sarapa, qu'en est-il de... Pour vous? Maître Sarapa, pas de questions, je vous remercie. Le président, très bien. Donc, la balle est dans votre camp. Monsieur Van de Pouille. Monsieur Van de Pouille, en effet, j'ai quelques questions à poser. Mais rapidement. Le président, allez-y. Monsieur Van de Pouille, bonjour. Je m'appelle... Kweku Van de Pouille. J'espère que vous pouvez m'entendre. Le témoin, oui. Question, bon après-midi. Donc, je m'appelle donc Kweku Van de Pouille. Et au nom de l'accusation, je vais vous poser quelques questions par rapport... qui porteront sur ce qui vous a été demandé dans le cadre de l'interrogatoire principal. Okay, now, the very last thing that you... Réponse, oui, tout à fait. Question, donc juste avant la pause, il y a environ une demi-heure, vous avez dit que vous n'étiez pas vraiment au courant d'un moindre événement au cours duquel Monsieur Béhara aurait insulté quelconque ou aurait pris en compte son appartenance ethnique de façon négative. Vous vous en souvenez? Réponse, oui, tout à fait. Question. Est-ce que vous avez eu l'habitude d'entendre le terme turc tel qu'il est employé pour parler d'un musulman de Bosnie? Le témoin. Oui, j'en ai déjà entendu, bien sûr. Vous voulez dire turc de manière péjorative, c'est ça? Parce qu'il est employé péjorativement? En tout cas, je n'ai jamais entendu de la bouche du capitaine Béhara, en tout cas par ma présence. Question, et qu'en est-il du terme balia? L'avez-vous déjà entendu? Réponse. Oui, oui. Je l'ai entendu. Question, mais s'agit-il aussi d'un terme péjoratif? Réponse, oui, en effet. Question. C'est un terme insultant, en fait. Très insultant. Plus que péjoratif. C'est insultant et c'est méprisant. Réponse. Bah, tout dépend de comment on l'entend. Et à quelle occasion c'est proféré, surtout. Il y a toutes sortes d'insultes, surtout la langue serbe, alors en gorge. Et elles peuvent quand même avoir, tous ces termes insultants peuvent avoir
un poids différent selon le contexte ou la situation dans laquelle elle est employée. Question très bien, mais est-ce le type de terme que l'on s'attend à entendre utiliser par un officier supérieur de l'armée? Réponse. Dans le cadre d'une communication officielle, non, ça ne se ferait pas. Ce serait parfaitement inacceptable. En revanche, quand c'est deux personnes qui parlent légèrement ou officieusement, là, le terme peut être employé. Surtout quand on est du Sud. Pour ceux d'entre nous qui venons du Sud, on a tendance à on peut parfois utiliser ce genre de terme. Question, vous avez déjà entendu M. Béhara employer ces mots? Réponse. Non, pas en ma présence. Je ne me souviens pas d'avoir entendu employer ces termes. Même moi, parfois, j'ai peut-être sans doute employé ce type de terme. Question très bien. J'aimerais vous présenter un document de la liste 65 terres, le document 539, s'il vous plaît. Pourriez-nous l'avoir à l'écran? Donc, on voit en bas de ce document qu'il s'agit d'un document qui a été signé par Louisa Béhara et qui a été dactylographié aussi par... donc, c'est un document dactylographié sans prendre l'interprète signé de Louisa Béhara en date du 16 août 1995 et émanant... du corps, du commandement suprême du corps. C'est un document strictement confidentiel, numéro 15/95. On voit dès la première ligne que M. Béhara fait référence à tous les prisonniers de guerre de l'ex-enclave Balia de Zepa. Vous le voyez? Réponse oui. Question, si vous descendez un peu dans le document, vous voyez qu'il y a référence à des membres de la VRS et il est écrit, je cite, les membres de la VRS et du MOUP de la RS qui vont interroger les balias capturés afin d'obtenir des éléments permettant d'étayer des dossiers qui vont être transmis au pénal. Donc, vous le voyez cela? Réponse. Je ne vois pas très bien. Enfin, si vous le dites, c'est que ça doit être écrit. Vous avez dû le lire correctement. Le procureur, très bien. Descendons encore, s'il vous plaît, dans ce texte. Troisième paragraphe. Dernière phrase. On voit qu'il est écrit, et je sais... Pour faire cela, il conviendrait d'envoyer deux juges d'instruction avec dactylographe et un procureur, un adjoint du procureur de l'accusation au centre de détention serbe afin de pouvoir obtenir des éléments permettant de monter un dossier pénal une fois les balias interrogés. Le voyez-vous? Réponse oui. Question donc. Dernière question. Vous dites pour que quand M. Béhara nommait quelqu'un à un poste, la seule chose qui lui importait, c'était la compétence, la qualité, l'expertise de la personne qu'il voulait choisir.
Vous vous souvenez l'avoir dit, n'est-ce pas? Réponse oui. Oui, oui, je m'en souviens. Je m'en souviens bien. Question très bien. Dans ce cas-là, je vais vous montrer un autre document. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, la pièce 3502 à l'écran? La pièce 3502 de la liste 65 terres. All right. We don't have the English. Yeah, we do have the English. Okay. This is a document. If we can go to the. Nous n'avons pas encore l'anglais, si. Donc il s'agit d'un document signé à nouveau par le Bichabera. Vous le voyez? Réponse oui. Question. C'est un document qui date du 27 novembre 1995. Sa cote confidentielle est le 12/46-701/95. L'objet est de choisir un certain nombre de sous-officiers et de soldats au sein du bataillon de la police militaire pour servir d'escorte personnelle aux membres de l'état-major. Vous le voyez, n'est-ce pas? J'aimerais que nous passions en bas de la page en BCS, même chose en anglais si possible. Page of the English. C'est ce qu'on vient d'aller à la deuxième page pour ce qui est de l'anglais. In the second paragraph of the English. Donc au deuxième paragraphe de la version en anglais, il est écrit: les soldats et les sous-officiers nommés pour servir d'escorte doivent être excellents en matière militaire, doivent être extrêmement bien tenus, doivent être extrêmement compétents en matière militaire, avoir un comportement exceptionnel, etc., etc. Ils ne peuvent être que serbes et ne doivent pas être issus de mariage mixte. Ils ne peuvent pas non plus avoir des membres de leur famille qui vivent dans les territoires contrôlés par l'ennemi. Fin de citation. Donc quand même, il semble que M. Béhara avait spécifié un critère bien spécifique dans le but de remplir ces postes. Et il allait un peu au-delà de la compétence, il me semble. N'est-ce pas? Da, to je tačno. Činjenica. Certes. Réponse certes. Certes, quand on voit les choses noir sur blanc, c'est vrai que c'est ce qui est écrit. Mais une chose que vous oubliez, dans la période dont je parlais, quand on était encore en Yougoslavie, quand la Yougoslavie existait encore, et il y avait encore l'armée de la Yougoslavie aussi, elle existait aussi, et bien à ce moment-là, ça c'était à ce moment-là que je parlais de M. Béhara. Alors que là on est en 95, lorsque les Serbes et les musulmans ou bosniens, comme on les appelle maintenant, s'entre-déchiraient. Ou s'étaient entre-déchirés en tout cas. Donc je pense qu'il est tout à fait normal que pour choisir un candidat pour un poste de ce type, il y a quand même certaines choses à prendre en compte. Ce n'est pas censé être insultant envers qui que ce soit. Le fait que moi, parce que je suis macédonien, je ne sois pas pris en compte, ou qu'un bosnien ne soit pas pris en compte non plus, puisque les conditions étaient très différentes, la situation était totalement différente, bien différente de l'époque de l'unité. Moi, je parlais de ce qui s'était passé avant juin 1992, puisqu'après nos chemins se sont séparés entre nations. Question. L'interprète se reprend. Jusqu'en juin 92, puisqu'après nos chemins se sont séparés. Question. Non, mais j'avais cru comprendre que vous nous aviez dit que vos chemins ne s'étaient jamais séparés. Même si physiquement vous n'étiez plus aussi proches.
j'aimerais savoir si, à votre avis, les mots qui sont écrits ici, noir sur blanc, reflètent vraiment l'attitude de quelqu'un qui fait extrêmement attention à l'appartenance ethnique d'une personne lorsqu'il cherche à remplir un poste vacant. Réponse, mais moi je pense ce qu'ils avaient en tête à ce moment-là, c'était de choisir des gens qui allaient parfaitement exécuter leur mission. Comme vous choisissez vos collaborateurs. Il faut qu'ils soient compétents, mais il faut aussi considérer la personne. Et d'ailleurs, l'autre côté, l'autre camp aussi avait le droit de choisir les personnes à qui il voulait confier des missions. Moi, je ne trouve pas ça offensant. C'est pas une insulte. Le fait que ce n'est pas une mesure discriminatoire en aucun cas. Je ne devrais pas être insultée, me sentir insultée parce que je ne peux pas être votre assistant vu que je ne suis pas compétent. Et là, je pense que dans ce cas-ci, il faut vraiment prendre en compte les circonstances. Question, oui, mais alors donc, à votre avis, une des circonstances à prendre en compte, c'est votre conjoint, par exemple? Vous trouvez ça normal? Our criteria you see in here says not those. Il y a quand même un critère noir sur blanc qui dit ne pas choisir quelqu'un issu d'un mariage mixte. Vous trouvez ça parfaitement justifiable, Monsieur Alakov? Pa, čujte, situacija je pokazala Le témoin. Mais quand la Yougoslavie s'est décomposée, il est vrai que certaines personnes qui étaient issues de mariages mixtes ont été influencées par soit leur conjoint, soit par les membres de leur famille et ont quitté les forces armées, ont abandonné en fait leur armée qu'ils avaient pourtant juré de servir et ils ont quitté donc les forces armées alors qu'ils étaient vraiment nécessaires, alors qu'on avait vraiment besoin d'eux, mais sous l'influence de leurs parents, de membres de leur famille, ils ont quitté l'armée. Et c'est là que tout a commencé d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que quand on se base sur l'expérience des autres, tout ceci peut paraître normal quand même quand on doit choisir des personnes pour les affecter à des postes sensibles. Il faut quand même prendre beaucoup de choses en compte. Enfin, ça se trouve dans toute armée du monde. On ne peut pas donner un poste à une personne si elle ne remplit pas absolument tous les critères. Il y a des critères autres. Il y a des critères différents quand même. Il y a la catégorie 1, 2 et 3 des officiers, par exemple. Donc ça, on sait parfaitement quelle peut être la carrière et la promotion d'un officier. Et on peut tomber en catégorie 3 et on n'a pas à se sentir insulté ou se sentir lésé de ce fait. C'est comme ça. Et il n'y a pas que dans notre armée qu'il y a ces catégories. Elles existent dans toutes sortes de catégories. Question. Très bien. Alors, le général Miletic, dans quelle catégorie serait-il? Président, je ne vois... Objection, je ne vois vraiment pas l'objectif d'une telle question. Ce témoin a parlé sur le caractère de notre accusé. Il n'a pas du tout parlé de l'armée de la Republika Srpska. On ne sait même pas s'il sait qui est général Miletic. D'abord, peut-être il faudra établir s'il connaît le général Miletic. Je vous remercie. Madame Fauveau dit le président. Monsieur Van de Puy, je pense qu'il a répondu à la question et je n'ai plus de questions d'ailleurs. Le président, je vous remercie, Monsieur Van de Puy. Maître Nikolic, avez-vous des questions supplémentaires? Maître Nikolic, oui.
très rapidement. Donc, Monsieur Alatchov, au cours de votre service militaire, faisiez-vous partie de la Ligue des communistes de Yougoslavie? Réponse oui. Question. L'un des critères nécessaires pour faire son service militaire et être promu, il fallait être membre de la Ligue des communistes, n'est-ce pas? C'était absolument essentiel. Réponse. Il y avait quelques membres de l'armée qui n'étaient pas membres du parti, mais dans ce cas-là, ils n'accédaient jamais à des postes élevés. Question. Vous nous avez parlé Vous nous avez dit que lorsque vous étiez en poste de commandement, dans les forces armées, on trouvait toute la composition multiethnique de la Yougoslavie de l'époque. Et voici ma question. L'un des critères employés pour nommer des personnes à différents postes élevés de l'armée était-il l'appartenance ethnique? Est-ce qu'on s'en servait? Est-ce qu'il était utile qu'il représente le groupe ethnique majoritaire dans un secteur précis? Réponse oui. Au début de ma carrière militaire, il y avait un principe qui avait été établi. Et dans la mesure du possible, surtout pour ce qui est des postes de cadre, il fallait qu'on en arrive à une représentation proportionnelle des différentes nations composant le pays. Cela dit, ce principe a été un peu assoupli par la suite, surtout en ce qui concerne d'autres postes. Et là, on avait tendance à recruter les gens qui venaient du cru, si je puis dire. Mais pour ce qui est des postes de cadre, dans les postes supérieurs, on employait encore la clé de l'appartenance ethnique pour qu'il n'y ait pas qu'une seule nation représentée tout en haut de la hiérarchie. Question. Monsieur Alakov, nous savons tous que l'ex-Yougoslavie s'est effondrée et que des États nationaux ont été créés ensuite. Donc, à votre avis, dans une unité d'élite comme celle que l'on voit dans ce document qui était censé escorter et assurer la sécurité de membres, de dirigeants, est-ce qu'il aurait été possible de nommer par exemple un Serbe issu d'un mariage mixte, par exemple venant de Croatie? Le président... Monsieur Van der Poel, avez-vous une réponse? Monsieur Van der Poel, oui, enfin, cette question demande aux témoins de spéculer. Il n'est pas expert ici. Et je lui ai posé des questions à propos d'un document bien spécifique qui avait été présenté aujourd'hui. Le président, oui, je comprends bien pourquoi vous vous êtes levé pour votre objection. Après que votre document ait été utilisé par le Conseil, mais il pose quand même une question... En fait, il est en train de poser une question bien précise et je pense que le témoin peut parfaitement y répondre. Cela dit, votre objection n'était pas totalement infondée. Mais bon, colonel Alakov, répondez à la question, s'il vous plaît. Elle est très simple, après tout. Aurait-il logique que pour une unité d'élite, comme celle qui semblait devoir être établie dans ce document et qui visait donc à assurer la sécurité de dirigeants supérieurs, est-ce qu'il aurait été logique et même possible que l'un de ces élus, pour faire partie de cette escorte d'élite, soit issu d'un mariage mixte et habite en Croatie? Alors, je ne sais pas très bien à quelle période de temps vous faites référence dans votre question. Avant l'effondrement de la Yougoslavie? Pendant la guerre? Réponse. Moi, je pensais à la période qui a suivi la guerre. Dans ma question précédente, j'ai dit qu'il y a eu des États-nations qui ont été créés après la guerre, et donc c'est là-dessus que porte ma question. Le président, très bien. Donc on parle de la période qui a suivi la guerre.
ou pendant la guerre? Le juge Kwon, hors micro. Le maître Nikolic, enfin l'un ou l'autre, soit pendant la guerre, soit après 96. Le président, très bien. Donc, s'il vous plaît, répondez en 2 phases. Dites-nous ce qu'il en aurait été pendant la guerre et ensuite ce qu'il en aurait été après la guerre. Dans la mesure, bien sûr, de votre possible. Alors, si vous ne vous sentez pas en mesure de répondre à la question, laissez tomber, on passera à autre chose. Réponse. Je vais essayer de répondre. Déjà, je tiens à dire que toute règle possède des exceptions. Il y a toujours une exception à la règle. Donc, si on sait qu'une personne est loyale et accepte l'idéologie ou les valeurs de base, dans ce cas-là, cette personne doit pouvoir faire partie d'une telle unité. Mais il y a des exceptions, bien sûr. Mais les règlements ne sont pas basés sur les exceptions. Dans l'armée serbe, aujourd'hui, on trouve des Serbes dans l'armée, dans les rangs, Serbes qui viennent de Croatie ou qui viennent de la Republika Srpska, donc qui viennent de la Bosnie-Herzégovine. Quant à savoir s'ils ont des postes élevés, ça, je n'en sais rien. Il y en a peut-être certains qui sont haut gradés, mais... D'après vous, c'est quoi haut gradé? C'est chef d'état-major de l'état-major principal? Si cette personne, par exemple, à l'heure actuelle, vient de CNIN. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Maître Nikolic, il y avait 2 parties à la question, donc s'il vous plaît, soyez attentifs. Se basant sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, pendant la guerre, aurait-il été possible pour une unité d'élite en Croatie que cette personne... Opet ja kažem ono što sam malo pre rekao, da u svakom pravilu ima izuzetaka. Donc, l'interprète se reprend. Donc, en se basant sur ce qui a été dit au cours de la guerre, pour une unité d'élite en Croatie, aurait-il une personne nommée au sein de cette unité, donc d'élite, qui devait assurer la sécurité de dirigeants, aurait-elle pu être serbe? Deuxième question, est-ce que cela aurait pu être aussi le cas après la guerre dans le cadre des nouveaux États formés et créés après la guerre? Le témoin, je me répète, il y a toujours des exceptions dans toute règle. Pendant la guerre, il est difficile de savoir exactement, d'avoir des informations sur l'affiliation de différentes personnes. Les gens se trouvent toujours dans des situations qui n'arrêtent pas d'évoluer, donc parfois les comportements changent, fréquemment d'ailleurs. Et il y a ceux qui ont des valeurs un jour et puis ils changent d'avis le lendemain. Hein. Tout dépend qui vous influence. Parfois, on change de point de vue, on change d'opinion. Au cours des opérations de combat en Croatie, d'ailleurs, il y avait des membres d'autres ethnicités, d'autres appartenances ethniques qui étaient extrêmement haut gradés. Par exemple, l'Albanais qui commandait une brigade, qui est d'ailleurs accusé devant ce tribunal, M. Ademi. M. Van de Poel, je n'ai plus de questions. Le président, merci. Le président, écoutez, nous n'avons plus de questions pour vous, Monsieur Alakov, donc vous pouvez rentrer. Nos équipes vont vous prêter main forte pour vous aider à rentrer et nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Le témoin, je vous remercie. Thank you. Le témoin, merci. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Le président des documents, Maître Nikolic. Maître Nikolic, Monsieur le Président, je ne demande
le versement d'aucun document. Le président, merci. Monsieur Van Der Puy, Monsieur Van Der Puy. Merci, Monsieur le Président. 65 terre 3502 et 65 terre 539. Le président, y a-t-il des objections? Maître Nikolic. Maître Nikolic, nous soulevons une objection quant au document datant de 1996, puisque cela ne relève pas de la période couverte par l'acte d'accusation. Le président, souhaitez-vous réagir, Monsieur Van Der Puy? Monsieur Van Der Puy. Les documents que j'ai montrés aux témoins, Monsieur le Président, datent de l'année 1995, les deux documents. D'ailleurs, le Président, c'est bien ce que je pensais, mais ce n'est pas à moi de présenter des arguments à ce sujet. Maître Nikolic, manifestement, je me suis trompé sur la date. Le Président, donc vous n'avez aucune objection. Merci. Les deux documents sont ainsi versés au dossier. Cela nous amène au témoin suivant. Pardon, Madame Fauveau. Monsieur le Président, avant que le témoin suivant commence à témoigner pour prévenir toutes les surprises auxquelles la défense est exposée, je voudrais vous demander les lignes directrices complémentaires sur le contre-interrogatoire mené par le procureur. Parce que si le procureur est autorisé à poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'interrogatoire principal et qui concernent un accusé qui ne pouvait absolument pas être préparé, la défense se trouve vraiment dans une position non équitable. Évidemment, je ne demande pas d'interdire complètement cette ligne d'interrogatoire, mais dans ce cas, le procureur devrait être en obligation d'informer la défense d'un autre accusé qui sera concerné par un tel contre-interrogatoire, au moins pour qu'on puisse se préparer. I can see your point. Le président, oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Cela dit, un contre-interrogatoire, c'est bien un contre-interrogatoire. Et la plupart du temps, on ne peut pas anticiper ce qui sera soulevé. Les questions qui seront posées, parfois une question découle d'une autre. Et en fait, ne correspondait pas à l'intention initiale et découle de la réponse donnée à une question précédente. Donc, je ne sais pas très bien, quand je menais des contre-interrogatoires, parfois, je m'écartais tout à fait de ce que j'avais préparé. Je me trouvais en fait confrontée à de nouveaux faits. Oui? Président, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je trouve que la question concernant mon client qui était posé au témoin précédent était complètement de tout le cadre, de tout contre-interrogatoire et de tout le cadre de ce que ce témoin a dit, et qu'elle n'était absolument pas provoquée par les réponses du témoin. Anyway. Yes, Mr. Van Der. Le président, Monsieur Van Der Puy, souhaitez-vous réagir? Monsieur Van Der Puy, si vous le souhaitez, Monsieur le Président. Le président, oui, peut-être brièvement. Monsieur Van Der Puy, mais je pense que cela se rapportait à la réponse donnée par le témoin. Le témoin a répondu très précisément à la question de l'appartenance ethnique et de la prise en compte de l'appartenance ethnique se rapportant aux possibilités de personnes issues d'un mariage mixte. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons posé la question au témoin. Et cela illustre, à mon sens, la crédibilité du témoin, ou se rapporte à la crédibilité du témoin quant à ce qu'il a dit concernant la pertinence de ces éléments. Le président, je suis sûr qu'à l'avenir, si de telles situations se présentent, qui justifient de telles questions, les problèmes surgissent, nous les réglerons au fur et à mesure. Madame Pou? C'est exactement mon point de vue, parce que je crois que maintenant on a une situation qui n'est pas du tout équitable pour le témoin. Le témoin a répondu à une question précise qu'il ne sait pas. Or, ce témoin, on ne sait pas s'il a jamais entendu parler du général Miletic, s'il sait quelle était la position du général Miletic dans l'armée de la Republika Srpska. On ne sait pas s'il sait que le général Miletic est marié à une femme croate. On ne sait rien de tout ça, et on sait que le témoin ne sait pas à quelle catégorie appartient le général Miletic. Donc je ne vois pas comment on peut apprécier ce témoignage dans le cadre de tout ce qu'on ne sait pas. Yes, thank you, Madame Fauveau. Merci, Madame Fauveau. Je ne pense pas que cela mérite de plus amples discussions pour l'heure. Le nouveau témoin, ou le témoin suivant, où est-il?
Est-ce que vous souhaitez vraiment commencer? Monsieur Van Der Puy. Časni sude, naš je svjedok. Imaću više... Maître Nikolic, Monsieur le Président, nous souhaitons appeler le témoin suivant. Bien sûr, il ne nous reste pas assez de temps aujourd'hui, donc si vous pensez que c'est plus opportun, nous pouvons commencer demain matin, mais nous sommes prêts à commencer tout de suite si vous le souhaitez. Le Président, nous allons régler les préliminaires d'ores et déjà. Comme ça, ce sera réglé et puis nous poursuivrons demain si mes collègues en sont d'accord. Très bien. Cancel this. Good afternoon to you, sir. Le Président, bonjour, monsieur. Le témoin, bonjour. Le Président, je vous souhaite la bienvenue dans ce prétoire. Dans le cadre de cette affaire, vous êtes donc un des témoins cités à comparaître par les conseils de la défense de M. Ljubisha Behara. Vous allez commencer à déposer, il ne reste plus que 10 minutes aujourd'hui. Nous allons donc poursuivre demain. Avant de commencer à témoigner, notre règlement exige que vous prononciez une déclaration solennelle d'après laquelle vous direz la vérité. Le texte de cette déclaration vous est présenté. Je vous prie de nous lire ce texte et cela reflètera votre engagement auprès de nous. Le témoin, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le Président, je vous remercie. Veuillez vous asseoir, mettez-vous à l'aise. Le témoin, je vous remercie. Puisque vous étiez juge de carrière, vous savez très bien comment se déroule une telle procédure. La défense de M. Behara vous a cité à comparaître ainsi. Ce sont eux qui mèneront l'interrogatoire principal, puis l'accusation mènera son contre-interrogatoire, voire d'autres conseils de la défense. Monsieur Nikolic, et vous n'avez que 10 minutes puisque nous devons terminer à 13h45. Maître Nikolic, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Medic, réponse bonjour. Question. Nous avons déjà été présentés, mais je vais me présenter officiellement au fin du compte rendu. Mon nom est Nikolic, je suis avocat, membre de l'équipe de la défense de Ljubisha Behara. Avant de commencer à vous poser des questions, je dois vous préciser quelques aspects techniques. Puisque nous parlons en serbe, les interprètes doivent interpréter nos propos afin que toutes les personnes ici présentes puissent suivre et nous comprendre. Je vais donc vous demander d'observer une pause entre ma question et votre réponse. Il y a une erreur au compte rendu à la page 75, ligne 21. On peut y lire Monsieur Remetic, mais ce monsieur s'appelle Monsieur Medic. Monsieur Remetic viendra comparaître un peu plus tard. Le Président, merci de le relever. Maître Nikolic, le compte-rendu sera corrigé en conséquence. Maître Nikolic, merci. Monsieur Medic, je vais vous demander de vous présenter à nous. Quel est votre nom, prénom et nom de famille? Où êtes-vous né et à quelle date? Réponse, je m'appelle Vojislav Medic. Je suis né le 1er octobre 1956 dans la municipalité de Gračac, qui est aujourd'hui en République de Croatie. Question. Pouvez-vous nous dire quelle a été votre éducation? Réponse, j'étais à l'école primaire, école secondaire militaire et j'ai étudié à la faculté de droit à l'université. Réponse,
Avez-vous eu quelques formations spécialisées, que ce soit? Réponse oui. Après l'école secondaire, j'ai suivi un cours en radio-télécommunication. J'ai aussi... Et j'ai travaillé en cette qualité à bord de sous-marins. Réponse. Question, se reprend l'interprète. Où avez-vous travaillé en tant qu'avocat? Réponse. Après avoir reçu mon diplôme universitaire en 1982, j'ai été transférée au tribunal militaire à Ljubljana, où j'ai fait un stage pendant 2 ans. Et ensuite, en 1984, j'ai été nommé adjoint auprès du tribunal militaire suprême à Belgrade. Question, si je vous ai bien compris, vous vous êtes porté volontaire pour rejoindre les services juridiques de l'armée? Réponse oui. Après avoir eu mon diplôme universitaire en droit, j'ai demandé à pouvoir rejoindre ce tribunal. Question, et quel était votre domaine de spécialisation, le droit civil ou un autre domaine au sein de l'armée? Réponse, auprès du tribunal militaire suprême, j'étais adjoint au département de droit pénal. En 1987, j'ai été nommé juge d'instruction auprès du tribunal d'instruction ou du département de l'instruction du tribunal militaire de Belgrade. Donc je m'occupais uniquement de droit pénal. Question, et pendant toute cette période jusqu'au début de la guerre, est-ce que vous avez travaillé comme juge d'instruction? Réponse, pas pendant toute la période. J'ai été juge d'instruction de 1987 à 1993, si je me souviens bien. Puis, j'ai été le juge qui présidait une chambre qui connaissait des affaires pénales jusqu'à 1995. Question. Je vais vous demander de nous expliquer la structure ou l'organisation des tribunaux militaires dans la période qui a immédiatement précédé le début de la guerre, c'est-à-dire jusqu'en 1992. Réponse. Si vous faites allusion à l'organisation territoriale, il y avait des tribunaux militaires, un tribunal militaire pour chaque district militaire. On parlait en fait d'armée, donc chaque armée avait son tribunal militaire et aussi un bureau du procureur. Et puis il y avait le tribunal militaire suprême qui se trouvait à Belgrade. Question. Vous souvenez-vous des noms de ces tribunaux militaires et leurs sièges? Ces tribunaux militaires de première instance. Réponse oui, certainement. Il y avait un tribunal militaire à Belgrade pour le premier district militaire, puis un tribunal à Ljubljana, je crois pour la 9e armée, l'un à Zagreb, je crois pour la 2e armée, l'un à Split pour le district naval, l'un à Sarajevo, je crois pour la 7e armée, et un autre tribunal à Skopje, je ne sais plus pour quelle armée, et un autre tribunal militaire à Niš. Question. Cette organisation, cette structure a-t-elle été modifiée et si oui, dans quelle mesure lorsque la Yougoslavie s'est effondrée et lorsqu'en 1992, la République fédérale de Yougoslavie a été instituée? Pouvez-vous nous expliquer l'organisation territoriale des tribunaux en RFY en 1992? Réponse. Je crois qu'en 1991 ou 92, je ne suis plus tout à fait certain, après le retrait de l'armée de la Slovénie, ce tribunal en Slovénie a cessé d'exister.
Il y avait un tribunal militaire à Zagreb, mais au début de la guerre, le tribunal militaire de Split a été transféré à Tivat, au Monténégro. Les autres tribunaux ont continué à exercer leurs fonctions. Pendant cette période, question, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, peut-être conviendrait-il d'en rester là pour la journée parce que j'en ai terminé avec cette question et je vais me lancer dans un nouveau sujet demain. Le Président, merci. Nous nous retrouvons demain matin à 9 h.